Salut Bitcoin, aujourd'hui je suis avec un invité anonyme, Bitcoin, alors Beetcoin, vous connaissez sûrement son compte Twitter. Salut. Yes. Salut Yari, merci de m'avoir. Merci à toi de te prêter au jeu de l'interview. On va avoir pas mal de choses à discuter aujourd'hui. Je suis ravi de te recevoir. Déjà peut-être, est-ce que tu peux te présenter, on va revenir sur ta carrière. Tu as une carrière de base de joueur de poker pro et ensuite tu t'es orienté vers le trading. Est-ce que tu peux te présenter, ouais. Oui, donc de base, je suis ingénieur déjà de formation. Ça permet déjà un petit peu de me ficher. Mais et c'est donc en effet, j'ai découvert le poker durant mes études. Car l'avantage d'être étudiant, c'est que tu as beaucoup de temps libre et que tu peux découvrir des activités qui ne sont pas que scolaires. Donc j'ai directement accroché sur cette pratique avec une volonté de vouloir avoir une approche scientifique de la question. Et donc je me suis formé, j'ai joué beaucoup, j'ai gagné de l'expérience et ça se passait bien. J'ai un tempérament qui était adéquat pour ce genre de pratique. À l'époque, il suffisait d'être assez patient. Le poker a complètement changé depuis, ça fait 10 ans que je n'y joue plus, parce que j'ai découvert les cryptos entre-temps. J'ai des copains qui sont dans le gratin mondial, et c'est plus du tout le même poker. Mais à l'époque, j'avais un profil qui était bon, et j'ai pu faire ainsi de petits résultats, hein. C'est pas non plus incroyable. On pourrait dire que j'étais semi-professionnel, hein, parce que ça n'a jamais été vraiment ma volonté, mon occupation, mais c'était mon job d'étudiant et je suis ravi d'avoir pu bien performer quand même dans cette pratique. Euh, donc voilà, donc ça c'est pour la présentation et parmi cette présentation, et je l'ai évoqué, j'ai arrêté de jouer poker à partir du moment où j'ai découvert les cryptos et ça a plus ou moins coïncidé. Euh, et c'est même en fait une suite logique parce que les gains que j'ai faits au poker, ils étaient sur des comptes en euros. Et je m'étais posé la question de savoir quoi en faire. Donc je me suis intéressé à l'investissement. J'ai cherché des moyens d'investir, exotiques, alternatifs. Comme ça, quand on est jeune et curieux, on ne pense pas nécessairement à des plans d'assurance vie, etc. Et c'est comme ça notamment que je suis retombé sur le Bitcoin que j'avais connu quelques années auparavant. Donc je suis tombé sur le Bitcoin en 2012 et la première fois c'était en 2010 au travers de blogs à l'époque liés au poker. Parce que les joueurs de poker ont besoin de bouger l'argent entre des plateformes. Ils sont... Il y a une friction à l'époque, c'était beaucoup moins fluide qu'avant. Et c'est comme ça que j'étais tombé là-dessus. En 2010, j'ai installé une mineur, Bitcoin QT à l'époque, vraiment le programme Bitcoin avait le mineur intégré. J'ai essayé de miner pendant quelques jours avec un portable et j'ai pas miné un seul bloc et j'ai désinstallé le programme. Et ça, c'était la fin pour cette première expérience. Et fort heureusement, je suis retombé dessus en 2012 et donc j'ai pas dû vraiment à refaire toute une expérience. Est-ce que c'est valable ou pas? J'avais compris que s'il était toujours existant 2-3 ans plus tard, après, c'est qu'il y avait des raisons. Et donc là, directement, j'étais voir et je me suis beaucoup plus intéressé finalement au fondement. Et c'est là que j'ai compris que c'était indestructible en fait. Sa décentralisation était indestructible, même s'il y avait quelques enjeux, on va en parler peut-être, mais à l'époque, hein, il aurait pu être attaqué par différentes manières, hein. Mais voilà, j'ai trouvé du coup ça intéressant et ça coïncidait avec le fait que j'étais gradué, enfin j'étais diplômé, j'en avais un peu marre du poker, j'avais fait le tour et je voulais investir. Voilà. Et donc ça a coïncidé, quoi. Et parce que finalement, le poker, ça a duré combien d'années? Ça a duré de 2008 à 2012, 5 ans. Ouais, donc j'ai terminé avec des belles fins de carrière, une belle victoire
J'ai pas voulu continuer plus. Je voulais d'abord aussi travailler, toujours dans la gestion du risque, hein. C'est très intéressant. Je veux dire, j'aurais pu continuer le poker à un Ouais. niveau alors professionnel après mes études. Mais je me suis dit que gestion de risque, tu as quand même un diplôme ingénieur universitaire qui se mérite. Et je me suis dit, je vais quand même l'utiliser, tenter, enfin faire première ligne sur mon CV. Et ensuite, je ferai quelque chose vraiment sans filet. euh, mais en ayant au moins cette expérience, ce bagage derrière qui me permettent au pire de retomber sur mes pattes, quoi. Et quand tu étais joueur de poker, tu faisais plutôt du cash game, donc en fait c'est par opposition au Mhm. tournoi, où tu faisais un peu les deux. Ouais. Non, j'étais principalement focus sur le tournoi et du cash game en ligne, ça s'est acquis par la suite, hein, mais j'étais principalement joueur de tournoi. Et tournoi en ligne ou tournoi physique également. Alors, principalement aussi physique. Tournoi physique euh, et cash game online. Ok. Mhm. Et d'ailleurs, pour revenir sur le poker, moi je trouve ça hyper intéressant, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur le poker, parce que je pense qu'il y a beaucoup de traits en commun entre le poker et le trading. J'imagine que ça fait appel quand même aux mêmes Mhm. compétences. Euh, Déjà, par rapport à la gestion de la variance, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui dans le trading classique, où il y a beaucoup plus de variance au poker à l'époque? En fait, le trading, le poker, il a des similitudes avec le trading sur plusieurs aspects. Le premier, déjà, c'est que on apprend à ne pas être result-oriented. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans la vie, dans notre éducation. Donc je vais essayer d'expliquer le principe. Euh, Être result-oriented, c'est juger son choix ou son processus, hein, dans le sens large, et juger en fait les choix qu'on fait ou ouais, globalement c'est une question de choix et juger a posteriori suivant le résultat si le choix était bon en fait. Hmm. Or dans la vie il y a énormément de moments où on a fait le bon choix mais où le résultat est mauvais en fait. Mais ce qu'il faut, ce sur quoi on peut, en fait le résultat lui on peut pas, on n'a aucun contrôle dessus. Il ne fait que, c'est que le fruit de nos choix. Et, euh, et en fait, la seule chose sur laquelle on peut travailler finalement, c'est comment on arrive à un process comment on est arrivé à ce choix. Ça, c'est la seule chose qu'on contrôle et le résultat, lui, est hors de notre contrôle. Donc, un exemple concret, je vais faire un exemple très simple. On vous distribue une paire d'as au poker, la meilleure main, quelqu'un vous fait tapis et a qu'une décision à prendre. Dans ce cas-là, c'est de payer. En fait, il n'y a aucune. C'est 100% du temps la meilleure décision. Elle est vraiment binaire, c'est vraiment la plus simple. Et donc, on a pris la bonne décision, mais on peut perdre. Donc, paire d'as contre Any2, random cards, on n'a que 80% de chance de gagner. Donc, imaginez si dans la vie, on devait chaque fois se dire, inventer des règles qui consistent à dire, par exemple, si c'est les deux as rouges, parce que cette fois-là, j'ai perdu, et du coup, il faudrait peut-être pas que je paye cette fois-ci, etc. Donc, en fait, à un moment donné, on est perdu, finalement, sur l'essentiel, qui était de correctement se baser sur le process, le choix, et ne pas laisser, finalement, le résultat guider nos émotions et le reste. Donc, pourquoi dans le trading c'est applicable? Parce qu'en fait, on a tout un set sur lequel on peut contrôler. En fait, c'est son entrée, sa sortie, donc c'est stop loss, etc. Et on peut prendre de bons trades, mais avoir un résultat qui est mauvais. On peut passer à un mois sur lequel on a fait un excellent choix, mais avoir un mois qui est négatif. Et en fait, si on arrive du coup à ne pas se remettre en question à chaque perte, à chaque mois négatif ou 2 ou 3 mois négatifs, et qu'on réanalyse correctement quel est notre processus, est-ce que c'est, il y a moyen d'évaluer tout ça, bah, là déjà on a vraiment un edge énorme sur la plupart des gens qui vont essayer et qui ne comprennent pas ce principe-là. Ouais, parce que finalement, on part du principe que les probabilités vont s'équilibrer à moyen terme. Et ce qui compte, ce qui prime, c'est la manière sur le résultat. Ouais. Ouais, ouais. Et alors après, donc il y a un autre aspect qui est vraiment important, c'est que on se focus trop souvent peut-être sur une stratégie de trading
ou une session, un tournoi, je fais un parallèle, mais pas à la gestion totale, holistique de la profession ou du hobby, qui consiste à être performant main par main dans un tournoi ou dans une session, mais qui consiste aussi à allouer correctement son temps, son énergie, son investissement avec son portefeuille, qui lui est finalement la chose qu'on va essayer de maximiser. Donc, exemple, on pourrait très bien être un excellent joueur de poker, qui a toutes les statistiques de son côté, un très bon, très bonne edge peut-être sur les tables, mais s'il met 100% de son capital pour un tournoi ou une session de KGM qui est au-dessus de ses limites, il pourrait très bien perdre et c'est fini, l'aventure est terminée. Parce qu'au final, il n'a pas compris qu'il fallait maximiser la bankroll et pas juste un trait d'une stratégie. Voilà, ça c'est donc, dans cet aspect-là, le poker te permet de vivre déjà un laboratoire de gestion d'émotions sur des sessions. Est-ce que même si elle est perdante, on peut être content, hein, on peut faire une série de trades perdants et être content d'avoir pris les pertes. On peut être très content. Donc ça, c'est déjà assez game changer, hein, d'être heureux de prendre quelques pertes ou de perdre une session, mais d'avoir pris les bonnes décisions sur une bonne analyse. Et puis alors, il faut pas non plus que ça influe. Donc ça, c'est là le côté laboratoire du poker qui est sympa, c'est que le résultat de une ou deux tournois ne doivent pas influer. Plus de risques finalement à se refaire, à être plus greedy, à perdre de vue finalement l'essentiel, hein, qui est finalement la préservation du capital. Et comme je le disais à certaines personnes que j'ai mentorées, ce qui est important, c'est pas le prochain trade, c'est les 10 000 prochains trades. Voilà, c'est une vision vraiment long terme et ça qui mène à l'essentiel, qui ne sont pas vraiment les stratégies de trading ou le trade en lui-même, mais une bonne gestion de ses compétences et de l'approche des marchés. Yes. Et d'ailleurs, pour revenir sur le deuxième point, c'est vrai qu'il y a la gestion de la bankroll entre les différents tournois. Mais même au sein même d'un tournoi, il y a ce qu'on appelle en poker un peu l'ICM, c'est la gestion des différents paliers en fonction. Je mets ton montant de jetons en fonction des différents paliers. Et ouais, c'est vraiment deux gros sujets. Et toi, est-ce que tu peux révéler un peu combien tu as gagné au poker, ou c'est en total avec ta carrière, ou c'est quelque chose de préfère pour moi? Non, ça représente pas des grosses sommes, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était un job d'étudiant. Je dirais que sur les 5 ans, peut-être les 2-3 premières années, c'était plus de l'apprentissage. Et puis, j'étais broke, hein, il faut dire, je démarrais de zéro, Ok. clairement. Et puis, c'est plutôt sur les 2 dernières années où j'ai vraiment mieux gagné que ça. C'est, ouais, je sais pas si je le disclose, mais c'était... Est-ce qu'on parle en centaines de milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros, en milliers d'euros Joker. Joker, ok, ça marche. Et donc la transition du poker vers le trading, elle s'est faite naturellement. Est-ce qu'il y a un moment quand même où tu as alterné les deux, ou vraiment ça s'est fait d'un coup Donc, je vais quand même répondre à ta question. Donc, c'était de l'ordre de 100 000 euros, plus ou moins. Ok, Voilà. d'accord. Ouais. D'où l'intérêt de vouloir investir avec. Yes. C'était dormant. Reviens à ta question, j'ai oublié. Ouais, bien sûr. Je te demandais comment s'est faite la transition entre ta carrière de joueur de poker et ta carrière de trader. Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain, tu as arrêté le poker, ou tu as quand même eu une période de transition, tu faisais un peu les deux à la fois? Alors là, c'est intéressant parce que j'ai pas jumpé directement dans le trading en partant du principe que pour être bon, enfin, c'est pas parce qu'on est bon déjà dans un domaine qu'on le sera dans d'autres déjà. Ça, c'est déjà certaines clairvoyances. J'ai pas jumpé directement sur le trading parce que je pensais aussi que c'était un métier inatteignable, que c'était quelque chose d'une autre sphère, qui était... J'avais pas remarqué de toute façon le lien à l'époque. Donc, j'ai pas fait le... En fait, qu'est-ce qui m'a mené à trader, c'est que une fois que j'ai investi dans les cryptos, il se fait que c'était fin 2012, début 2013, et là, le Bitcoin, par hasard, va connaître ses 4 meilleurs mois. Et donc, il va enchaîner une suite affolante de 11 ou 12 semaines vertes. Yes. À quasiment double digits %. Voilà.
il était monté à 1000 $, je crois, c'est ça Alors c'était cette année-là, donc Ouais. ça c'est la fin 2013, mais vraiment le run début 2013, il passe de 10 à $200, $260 en 4 mois, l'espace de 3 ou 4 mois. Ouais. Ouais. Alors là, c'est une demi-bonne histoire parce qu'au final, si j'ai pu capitaliser pendant toute cette montée sans faire de bêtises, en gros j'ai rien fait, hein, je me suis vu vendre en fait le bottom du crash d'avril qui était plus ou moins dans les $50. Ok. Et donc au lieu de faire x20, j'ai fait x5. Et j'ai remarqué que ça rebondit directement, quasiment dans l'heure où je vendais, ça rebondit et quelques jours après c'était au double. Donc j'aurais pu faire x10, j'ai fait x5. Et là ça a été un peu le wake-up call. Il faut que tu comprennes déjà ce qui s'est passé, analyser cette histoire de choix. Qu'est-ce qui m'a mené? Est-ce que le processus est bon? Le processus était très mauvais. J'ai pris des actions quand j'étais pas du tout préparé en fait. Et donc là, je me suis dit, je vais résoudre ça. Il faut que je prenne ça en main. Ça représentait quand même des sommes importantes et j'ai trouvé là, du coup, que c'était absolument nécessaire que je me forme finalement à cette. C'était très neuf pour moi à l'époque. Hein. Je venais d'une famille qui a jamais vraiment investi. C'était vraiment quelque chose qui était très extrêmement neuf pour moi. Faire des virements pour des investissements, etc. Donc là, j'ai pris finalement là, les choses en main et c'est là que j'ai découvert que c'était faisable. Et qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Parce que j'imagine quand tu gagnes beaucoup d'argent en si peu de temps, le premier truc auquel tu peux penser, c'est ça va se passer de façon pas illimitée, mais ça va continuer à durer, peut-être. Mhm. Oui, je pense que bah, dans l'euphorie, on se dit que ça continue, mais en fait, ça a continué. Hein. Donc aussi, ça n'a pas été très difficile, mais après, honnêtement, ce qui était... alors ça, c'est un grand enseignement. J'ai eu du poker, je voulais l'aborder aussi. C'est, à un moment donné, t'as un détachement par rapport à l'argent qui est pas mauvais. Hein. Donc, en fait, une fois que tu vis du gambling, on va dire, et du trading par la suite, tu sais qu'il y a... et c'est un peu comme un gestionnaire de société. Hein. C'est pas parce qu'il fait 3 millions de chiffre d'affaires ou X centaines de milliers d'euros, même de bénéfices sur un mois, qu'il se paye beaucoup plus. Donc, il y a cette notion de outil de travail qui est le capital, hein, et finalement ce que tu en tires. Donc, mon outil de travail, le capital, en effet, avait gonflé, mais je n'avais pas encore, pour moi, ça n'était pas encore perçu comme de l'argent que je pouvais dépenser, en fait. Donc, ouais. Ouais, t'avais vraiment à faire la part des choses et à vraiment décorréler le résultat, Mhm. le gain, Mhm. d'avoir ce détachement en fait. Enfin, je trouve que c'est limite le plus dur d'avoir ce détachement et parfois on a un peu ce biais un peu humain de se projeter et d'anticiper un peu les gains. Donc, C'est ça, donc rien n'est acquis. Pour savoir gagner, il faut savoir perdre. Il faut aussi. Donc on sait que même si on fait des gains au poker ou au trading, on sait qu'on va en reperdre derrière. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir une courbe qui monte sans accroc. Et parfois, que je l'ai dit, c'est même pas grave de perdre de temps en temps de l'argent tant qu'on est dans un bon process. C'est pas une panique non plus. Donc, j'ai su au travers de ces années-là que faire cette dissociation et avoir beaucoup de respect pour l'argent. Hein, ce respect c'est un outil, c'est du capital. J'ai toujours pas sorti cet argent-là, cash out entre guillemets, et je vais y faire attention, quoi. Mhm. Donc après que ça continue ou pas, ça n'allait pas changer grand-chose pour moi. Tant mieux si ça continuait. Évidemment, on se projette, mais je suis resté focus. Du coup, ça permet en effet d'enlever beaucoup de bruit, d'inquiétude et donc une certaine anxiété, hein, parce que les profits peuvent causer quasiment autant, voire plus d'anxiété que les pertes. Ça, j'ai remarqué dans les cryptos que j'ai jamais vu de gens aussi anxieux et limite déprimés de gagner beaucoup d'argent. C'est un fléau, hein, c'est grave. Hein. Et donc moi, je suis pas atteint par ce genre de choses. Voilà.
Tu l'étais pas atteint justement grâce, tu penses, à ton passé aussi de joueur de poker pro, parce que ça t'a conditionné déjà au préalable? Oui, exactement. D'avoir cette distinction, savoir faire la part des choses et de respecter l'argent comme un outil. Ok. Et donc, quand tu as commencé à trader, donc j'imagine au début, c'était pas forcément du trading, hein, c'est plus de l'investissement. Et puis, au fur et à mesure, tu t'es spécialisé peut-être plus dans le trading. C'était que du Mhm. Bitcoin au début ou tu as tout de suite été vers des altcoins Mhm. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'alt, hein. Honnêtement, Ouais, c'est vrai. c'était à peine naissant, mais j'ai très vite fait du trading quand même sur des alts, hein, notamment Litecoin à l'époque qui avait bien percé. Euh, donc non, il n'y a jamais eu il y a- j'ai- alors je compare par rapport à d'autres personnes que je connais qui ont investi en 2010-2011. Là, oui, il y avait vraiment que le Bitcoin. Et moi, j'ai eu la chance d'être à l'émergence quand même du début des alts. Parce que derrière, en fait, j'ai fait les premières ICO, qui était Mastercoin à l'époque, qui est devenu Omni, euh, sur lequel il y a eu Tether hein, pendant très longtemps de Bitfinex. Ils ont juste discontinué il y a quelques mois. Mais c'était révolutionnaire. C'était un second layer sur Bitcoin. Et d'ailleurs, Vitalik a travaillé, a fait oui, a travaillé sur le projet à l'origine avant de lancer Ethereum. Parce qu'il était frustré de cette expérience. Euh, donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc oui, toujours Bitcoin et le début des alts. Euh, Après, qu'est-ce que ça veut dire trading? Ça veut dire investissement. Ouais. Moi, je vois pas de grosse différence. Les Quand je dis deux acteurs, ouais. investissement, c'est peut-être plus du long terme, c'est-à-dire que j'achète, je me mets des œillères et je me réveille dans quelques années. Alors que trading, Mhm. c'est plus essayer d'acheter bas et revendre haut, finalement. Mais est-ce qu'un investisseur n'a pas envie d'acheter bas et vendre haut? Euh, non, complètement. Après, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y en a, en fait, ils cherchent pas à comprendre et à anticiper les marchés. Juste, ils disent, voilà, je vais faire un investissement sur 10 ans. Je vais acheter du Bitcoin maintenant. Qu'il se passe des hauts et des bas, en fait, c'est pas important. Ce qui me compte, c'est, voilà, je me fais un plan à 10 ans et dans 10 ans, je fais le point finalement. Mhm. C'est ça. Bon, après, ils sont mus par la même volonté, hein, c'est de gagner Oui. d'avoir du profit. Et alors, c'est un débat très intéressant. C'est toujours un peu très marrant. Mais au final, hein, la manière dont tu viens de te le dire, je pense que je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Maintenant, il est primordial quand même pour l'investisseur de pouvoir timer. Investir des IPO dans le top de bulle, c'est pas ouf. Hmm. Euh, Investir quand personne ne parle d'un secteur, c'est beaucoup mieux. Voilà, il y a quand même une certaine pratique quand même du l'achat bas, enfin de l'investissement bas, qui est quand même c'est assez similaire. Après, la façon aussi dont tu viens de le dire, c'est que c'est assez contre-intuitif, mais l'investisseur, en fait, n'a pas de gestion de risque, hein. Lui, c'est genre, c'est tout ou rien, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas très bien compris par le grand public. Le trader est en fait plus risque averse que l'investisseur. Or, l'image que le trader, entre guillemets, a, parce que je sais pas, parce que les films, etc., on a l'impression que c'est les têtes brûlées, les gens qui ont vraiment, qui sont haut perchés, et ça, c'est assez marrant, toujours, ce petit débat, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la croyance commune. Et d'ailleurs, donc pour revenir sur le trading, euh, toi, comment tu t'es fait tes armes? Alors, juste d'ailleurs, petit disclaimer, hein, je ne l'ai pas dit en début d'épisode, hein, mais en aucun cas, cet épisode ne représente un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Là, on est là simplement pour discuter. Mais toi, quand tu ouais, t'as commencé à faire du trading, est-ce que tu te basais sur des indicateurs, je sais pas, type des droits de tendance, du RSI, ou sur les volumes? Est-ce que tu t'es basé sur des indicateurs ou non? Yes, alors, très bien, je suis tout à fait d'accord avec le disclaimer. Tout comme je conseille à personne de commencer le poker, je conseille à personne de commencer le trading. Yes. Je veux dire, sans. Au moins, ça permet de se dire non, je veux vraiment le faire, mais alors pourquoi s'il me dit ce conseil-là? Et alors, ça permet de faire cogiter. Donc, moi, je préfère forcer les gens à ne pas s'y mettre, et comme ça, ils se demandent pourquoi. Ouais. Pourquoi je pose Et cette chose-là. Ouais. Euh, Donc, pour revenir à ta question, je pense que j'ai très vite intéressé au price action, vraiment sur l'étude des graphiques et comment dire, du comportement du prix. Donc, pas de indicateur savant,
Par contre, j'ai bien adoré, donc il y a quand même quelques lectures sur le sujet, mais toujours assez high level. Et si on a un qui utilise un indicateur et qui est vraiment assez solide, je pense que c'est Alexandre Elder, qui a deux, trois indicateurs pas très savants, mais c'est combinaison de... En fait, déjà, bon, les indices, il faut pas chercher des choses très compliquées, à prendre trop d'infos, on arrive à une solution très moyenne, hein. Donc le but, c'est de trouver une combinaison minimale, hein, d'indicateurs assez simples. Voilà. Après, on peut élaborer, hein. Donc après, on va un petit peu élaborer sur ça, mais j'ai commencé à développer alors certains indicateurs dans le cadre de gestion ou de trading plus systématique. Mais si on doit le faire de manière manuelle, entre guillemets, ou humaine, je pense que se forcer à rester sur du basique, et c'est une certaine, je ne sais plus quel philosophe disait ça, je crois que c'est Aristote, la beauté se trouve dans la simplification. Je pense que la simplification est la forme la plus aboutie de la sophistication. Je pense que c'est ça qu'il disait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En anglais, on dit KISS, Keep it stupid and simple. Et en fait, ça te permet d'être vraiment tranchant en fait, dans tes décisions. Et ça te permet de pouvoir vite analyser si ton processus ou ton approche est bonne, en fait. Si tu as un système assez simple, tu peux directement voir où ça pêche, où c'est bon. Et c'est déjà beaucoup plus facile à cerner. Honnêtement, et bon, j'ai quand même eu de la chance de vivre dans une époque dorée de spéculation, dans un actif hyper liquide, à peine connu. En général, c'est quand même très rare de trouver ça dans l'histoire, cette combinaison-là. Et en fait, la volatilité dans le faible niveau d'éducation des participants, parce que c'est venu du bottom, hein, quasiment cet actif, il n'a pas été d'abord accaparé par les institutionnels, etc. C'est vraiment très rare. Juste l'étude du prix avec, ça paraît un peu incroyable, mais quelques horizontales, c'était assez, quoi. Je veux dire, des supports de résistance, une bonne maîtrise de soi et de la volatilité. On revient un peu au poker au début. J'avais juste une bonne maîtrise de moi et de patience. C'était largement suffisant dans le poker il y a 10 ans. Dans le Bitcoin à l'époque, c'était largement suffisant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins. Peut-être qu'il faut aller chercher, exporter ce genre de stratégie sur des AL plus petites, etc. Plus mid small cap. Mais c'est encore valable. 2022, on voit un Ethereum qui perd 70% de sa valeur en 11 semaines ou 10 ou 11 semaines. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore vraiment un terrain d'exploitation niveau outil de trading en spéculation. Et donc, et ça, il y a moyen de rester très très simple. Bah, par exemple, si on prend l'exemple de l'Ether, effectivement, et quand on enlève, on se dit, voilà, c'est pas l'Ether, et juste on regarde le graphe. Est-ce que finalement, tu peux comparer ce graphe à plein d'autres graphes, je sais pas, d'autres marchés, hein, par le passé, je sais pas, des marchés américains, des marchés d'actions, de matières premières. Et j'imagine que quand tu parlais de patterns tout à l'heure, en fait, c'est toujours les mêmes patterns un peu qui se répètent finalement, des enchaînements de montée, de descente du prix. En fait, il y a un concept fondamental derrière qui est très simple et qui va toujours s'appliquer. C'est le fameux principe de accumulation, markup, distribution, markdown. C'est dans le header de mon Twitter. C'est la base de tous les marchés et c'est hyper humain, hyper rationnel, hyper compréhensible. Pourquoi ? En fait, un actif, il est toujours... Et là, je reviens un petit peu avec... en fait, il y a deux principes dans les marchés qui sont toujours identiques. C'est la smart money et la dumb money. La smart money, elle est active quand il n'y a pas beaucoup de bruit et elle ne fait pas de vagues et elle accumule. Elle raréfie l'offre de l'actif. Il les achète, il les retire du marché, entre guillemets. Et au final, à un moment donné, la porte était énorme, elle devient de plus en plus petite. Après, il y a un intérêt du public naissant.
l'intérêt va faire finalement rentrer plus d'acteurs. Et qu'est-ce qui caractérise le public? C'est que lui n'étudie pas les choses. Il n'a pas les capacités de comprendre qu'un secteur fait un breakthrough technologique, il a autre chose à penser. Et il y a des professionnels qui font que ça, d'étudier des secteurs dormants, de comprendre pourquoi ce serait valuable. C'est un métier de faire ça. Le grand public lui arrive un peu plus tard. Maintenant, on peut toujours en profiter parce qu'on va pouvoir profiter de la fin de l'accumulation des gros acteurs de la smart money. Et en tant que particulier, comme on est tout petit, on peut profiter du début des markups. Donc c'est là qu'on a une tendance qui s'initie jusqu'à finalement que l'intérêt du grand public soit énorme. Là, les acteurs smart money commencent à vendre aux acteurs particuliers qui sont, je suis désolé du terme, plutôt la dumb money. Du coup, le prix n'arrive plus à évoluer. Ça piège en guillemets, malheureusement, la dumb money dans un faux semblant de plateau. Et puis au final, on remarque qu'il n'y avait plus que les acheteurs particuliers qui sont les premiers à freak out. Il n'y a plus d'institutionnel de smart money qui est prête à encaisser un peu les fluctuations du marché. Donc en fait, on n'a plus que les vendeurs, que des acheteurs hyper optimistes, euphoriques dans le marché. Et c'est les premiers qui vont abandonner, vendre, paniquer, sans qu'il y ait la smart money, chute, markdown. Le secteur se prend un gros coup de désintérêt, comme aujourd'hui. Plus personne ne va s'y intéresser. Donc, tout début, il y aura encore plein de gens qui seront prêts à racheter le crash, le couteau qui tombe, le premier rebond, etc. Et au final, ça va drainer leur portefeuille et leur intérêt. Les gens vont complètement se désintéresser. Et qui va revenir? Comme ça ne bouge plus, que plus personne n'en parle, la smart money revient, va à nouveau racheter tout ce qui était libre d'acheter, va raréfier l'offre et c'est reparti. Ouais, comme peut-être actuellement, parce qu'on est en bear market. Et c'est hyper intéressant comme manière de voir les choses. Toi, tu regardes ces indicateurs aujourd'hui, la smart money et la dumb money, tu arrives à les traquer. Alors, je pense que c'est plus facile à traquer sur la partie on-chain, donc sur la partie, on va dire, exchange décentralisée. Quand c'est sur des exchanges type Binance, Coinbase, etc., c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas forcément la data. Et encore, c'est des data peut-être qu'on peut avoir via des providers de data. Mais toi, c'est des graphes. C'est peut-être les graphes que tu regardes le plus, justement, le comportement de la smart money, la dumb money. Yes, exact. Donc en fait, pour revenir à ta question initiale, les graphiques Ethereum Bitcoin, ils ne sont pas singuliers. On les a observés sur les biotech, on les a observés dans d'autres, sur l'or, en 2000, l'or a été dormant, hein, puis il y a eu un markup à partir de 2004. On les observe depuis 200 ans. Hein. Les concepts que j'ai donnés de smart money, dumb money, ils sont connus depuis 150 ans. Prenez des auteurs comme Selden, etc. Ils te décrivent déjà ces principes-là. Alors que c'était, donc, on était au 19e siècle, en 1800, quelque chose. Tout a déjà été écrit là-dessus. C'est évident, en fait. Et on observait la même euphorie, la même panique. Et en fait, étudier les marchés de cette sorte, c'est faire un pari sur le caractère humain. Et lui, il ne changera pas demain, ni dans quelques centaines de milliers d'années. Donc en fait, c'est tout à fait visible. Donc c'est visible sur les graphiques. Point. Ouais. Et d'autant plus que c'est bien c'est plus facile de le voir sur des commodities, donc des matières premières. On peut considérer les crypto-assets comme équivalent des matières premières s'ils ne produisent pas de dette et ne produisent pas de bénéfices, pas de cash flow. Dans les obligations, l'equity, le real estate, c'est les trois principaux secteurs financiers, ont du cash flow, d'accord? Tandis que les matières premières, aussi inertes que une pierre ou du métal, permettent de ne pas, comment dire, polluer le signal d'accumulation de distribution qui serait lié à des taux d'intérêt, de rendement. Et pardon, je vais prendre un exemple. Si
c'est une action qui est saine. Donc une société qui est saine fait du bénéfice, son action va fluctuer. Si on fait le ratio entre les bénéfices et le prix de l'action, on a un rendement en fait. On sait que si on achète une action 100 qui produit 10 de bénéfices par an, de dividendes, on a un rendement de 10%. C'est un excellent rendement, ce que je vais te donner comme exemple. On sait qu'il y a énormément d'argent qui se dispatche à trouver des rendements dans les marchés qui vont empêcher cette action de tomber, en fait. Parce que ces 10%, c'est énorme, en fait. Hein. Et tant que la société est saine, parce qu'après, il faut discounter les cash flows futurs, il y aura en fait de l'argent qui va empêcher l'action de tomber. Et à contrario, elle ne peut pas s'échapper à valoir 1000 ou 2000 dollars parce que si elle a toujours que 10 dollars de dividendes, son rendement devient infinitésimal. Et donc à ce moment-là, directement aussi, ses poches vont vendre cette action pour préférer une autre qui a un meilleur rendement. Donc en fait, ça fait un effet tampon entre la possibilité de s'échapper et de tomber. Voilà. Donc quand on a une commodité, et on l'a vu pendant le Covid, le pétrole est tombé à... Alors peut-être pas sur le marché primaire, mais les marchés futurs sont tombés en des prix négatifs. Hein. C'est sur cette base-là, donc quelque chose d'inerte, c'est hyper facile, entre guillemets, enfin, c'est opportun pour ce genre d'études, telles que j'ai citées, donc de repérer donc, des phases d'accumulation, les markups, les distributions, c'est assez pur, en fait, comme chose. Et sans avoir des graphes avec le comportement de la smart money et un autre graphe de comportement de la dumb money, toi tu arrives à le voir en fait juste avec le prix en fait, c'est-à-dire que pour toi le meilleur indicateur c'est le prix finalement. Oui, et alors c'est même plus que meilleur indicateur parce qu'en fait ça inclut aussi tous les insiders. Et donc en fait en étudiant correctement le prix, tu n'as même pas besoin de connaître les news. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai marqué en grand chez qui veut l'entendre et chez moi, c'est le prix précède les news et pas l'inverse. Ouais. Voilà. Donc ça c'est très important. Voilà. Ouais, que les news c'est du bruit. Et pour revenir sur le trading, donc toi tu as tradé pendant des années sur le Bitcoin. Alors on va pas revenir forcément sur tes performances, que j'imagine que tu as envie que ça reste secret, mais à quel moment tu t'es dit tiens je vais monter je vais aller sur la partie plus asset management, hedge fund, et d'ailleurs est-ce que tu peux expliquer ce que tu as monté? Oui, alors attends, je vais quand même revenir. Les news, c'est pas que du bruit. J'aimerais bien revenir là-dessus. Donc, je dis le prix précède les news. Donc, en fait, le mouvement de prix en général, que ce soit de quelques minutes ou parfois quelques jours, semaines. Et là, on découvre qu'il y a un breakthrough, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, en fait, les news vont tenter d'expliquer le mouvement de prix a posteriori. Et ça ne veut pas dire que c'est du bruit, mais c'est juste que c'est parfois déjà périmé, en fait. Ou parfois, alors dans la majorité du temps, ça, en effet, explique le temps qu'il a fait hier et font des corrélations qui ne sont pas, en fait. Voilà. Ouais. Donc, faire le tri entre ce qui est pertinent et pas pertinent, arriver trop tard ou... développer. Alors après, il y a même d'autres choses. Parfois, il y a des news qu'on pense bonnes qui font baisser le prix. Alors les gens, là, ils courent plus, ils bug carrément. Ou des news sont mauvaises qui font monter les choses. Donc en fait, il y a tellement d'impondérables entre est-ce que la news est bonne ou pas, est-ce qu'on l'a bien interprétée correctement, est-ce qu'on a bien tenu, est-ce qu'on comprend les tenants aboutissants, et est-ce que notre conclusion sera bonne. Et en fait, c'est tellement random que si par contre tu te focuses juste sur le prix, tu n'as même pas besoin de dépenser autant d'énergie dans les news. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, parce qu'en fait, le marché, c'est tellement quelque chose de complexe à comprendre que la news, c'est trop simple de penser que la news est seule responsable d'un prix, surtout qu'en général, souvent les news, ce sont de non-événements, c'est plutôt en fait la rumeur qui a été achetée, et en fait la news, entre guillemets, comme tu dis, elle a été déjà consommée, périmée. Yes, tout à fait. Et puis après, ce que tu auras dans les médias grand public ont déjà été étudiés des semaines avant par des doctorants, des gens de l'industrie, etc., qui se sont déjà positionnés bien avant, évidemment.
Après, il y a deux types. Alors, je termine là-dessus, comme ça. Il y a deux types d'infos. Il y a les news, entre guillemets, et il y a les surprises. Alors, forcément, une surprise qui est relatée par les infos, bah, c'est correct. Je veux dire, OK, il y a, je sais pas moi, un tsunami ou une météorite qui est tombée sur San Francisco. Bon, bah, ça, c'est une surprise. Et quoique, hein, il y a peut-être des gens qui observent le ciel avant de savoir qu'une météorite va tomber et pourront déjà shorter les marchés avant toi. Ça, c'est aussi ce qui, à mon avis, est déjà le cas. Hein. Mais voilà, donc il y a quand même des surprises. Je crache pas non plus sur les news, hein, mais c'est très rare. Voilà, le taux de info type surprise ne vaut même pas trop la peine de se focus sur les news et les infos. Voilà. Ok. Donc oui, alors maintenant partie gestion. C'est un autre métier en effet. Être trader, chercher des stratégies, les appliquer, c'est une chose. Et puis après, on veut essayer de faire en sorte que ça puisse être cohérent et être capable de gérer peut-être une bonne partie ou une grosse partie de son patrimoine. Et il y a un gros step à faire parce que certains sont prêts à faire des petites stratégies dans leur garage, entre guillemets, et c'est très passionnant et beaucoup le font, mais rares sont ceux qui vont aller au bout du process et le mettre en production et monter en charge dessus. Donc il y a déjà un fameux chantier, un fameux débat déjà là-dessus. Pour ceux qui arrivent finalement, après ça devient vraiment un métier particulier, quoi, à part entière. Donc, en fait, moi, c'est né d'un constat 2016-2017 où ça faisait donc quelques années que j'étais trader indépendant personnel, individuel. Et les cryptos, c'est 24 sur 7. Hein. C'est énorme. Je veux dire, le taux de volume d'or que tu dois engranger pour être on top et à l'affût. Et d'autant plus qu'avant, il n'y avait pas les week-ends comme depuis quelques années. Avant, même les week-ends, ça bougeait beaucoup. Aujourd'hui, c'est très calme en général. Ça, j'avais anticipé avant qu'on se rapprocherait des heures de marché traditionnelles. Aujourd'hui, c'est le cas. Tant mieux. Mais malgré tout, il faut être opérationnel 7 sur 24. Et en fait, j'ai eu une envie, c'est de pouvoir déléguer ma gestion en m'aidant de l'outil informatique pour pouvoir prendre des vacances et pouvoir déconnecter et pouvoir scaler ou faire, voilà, ne pas être dépendant complètement de mon temps sur les marchés. Et par exemple, je t'interromps 2 secondes. Jusqu'à ce moment-là, comment tu faisais? C'est-à-dire que tu prenais pas de vacances, quand tu faisais même la nuit pour avoir un œil sur tes positions? Mhm. Alors, il y a quelque chose sur lequel j'ai jamais intransigé, c'était le sommeil. Mhm. Et du coup, en fait, et c'est expliqué notamment chez Eldor, ça me semble un principe tout à fait logique. Hein. Mais ayant joué au poker, etc., je sais que c'est très important de préserver sa santé, son mental, son énergie, que de... Enfin, c'est même pas un débat, voilà. Okay. Et donc, je prenais mes précautions, en fait. Hein. Donc, avant d'aller dormir, ou etc., je prenais déjà... Je diminuais certaines positions s'il le fallait. Hein. Et j'ai toujours bien dormi. Toujours, Okay. toujours. Après, je ne dis pas, il y a eu quelques réveils, quelques alertes, des news importantes qui pouvaient tomber. Les marchés asiatiques, à l'époque, c'était vraiment un gros sujet parce que ça se passait beaucoup en Chine, etc. Donc, c'est clair qu'il y a eu quelques réveils. Hein. Mais non, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais intransigé. Ouais. Donc ça, je savais gérer. Mais oui, les vacances, c'était quand même toujours les notifs de prix sur le téléphone et checker quand même toujours ce qui se passait. À ce moment-là, c'était... Alors, ça, c'est un truc marrant. C'est que autant j'étais graphique, artiste, on va dire, la majeure partie du temps, j'ai pris de très bonnes décisions en ne checkant que le prix de tête. Hein. C'est-à-dire, juste, j'ai pu sentir un peu certaines choses que peut-être je n'allais pas percevoir à l'œil, hein, juste en updatant plusieurs fois par jour et voyant que certains niveaux avaient été dépassés. Mais au final, ça rejoint un peu quand même les horizontales, les supports, rien de sorcier, mais
c'est là que j'ai quand même pris de bonnes décisions. Après, c'était coïncidence avec un bull market ou X, je pense pas, mais d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un excellent livre qui t'apprend ça. Et c'est le premier livre que je conseille à des gens qui veulent se mettre dans le trading, parce qu'il fait 90 pages. Ça se lit en 3 heures. C'est très, ça se lit d'une traite ou deux. C'est Nicolas Darvas, How I Made 2 Million in the Stock Market. Comment j'ai fait 2 millions dans les marchés. Et en fait, c'est très marrant. C'est un artiste qui fait des tournées dans le monde. C'est un danseur. Et il a voulu se mettre à l'investissement, au trading en particulier. Et donc, il habitait New York. Et il s'était mis près de son broker à Wall Street. Il avait mis tout en place pour devenir trader. Et il a remarqué qu'il y avait le bruit de la rue, les newspapers, les conseils que donnaient les brokers, etc. Versus sa vie d'artiste, où il avait demandé de recevoir le prix d'action une fois par jour à son hôtel. Et alors, il avait demandé à ce que ce soit tel hôtel. Il connaissait son parcours. Et en fait, en ayant le prix qu'une seule fois par jour, il a pris les meilleures décisions de trading que d'être à Wall Street dans le bruit on va dire de la rue. Un excellent livre que je conseille. Et en fait, voilà, moi j'ai pu aussi l'expérimenter. Le faire de tête, ça marche aussi. Je ne sais plus pourquoi vous parlez de ça. Non, je te posais la question de... Ah oui, comment c'était le lifestyle, quoi. Ouais, le lifestyle. Et je t'avais interrompu, mais tu parlais du coup du hedge fund. Comment tu as été amené à créer voilà, plus travailler seul, entre guillemets, être trader indépendant, mais vraiment, voilà, genre dire scaler, enfin passer au next step, ton trading. Bah, clairement, donc c'est un processus de scaler. Si je suis artisan menuisier, qu'il n'y a que moi qui dépend de mon travail, oui, je ne peux pas scaler. Donc là, l'objectif, c'était quand même de pouvoir transposer une certaine approche systématique et de pouvoir l'offrir à plus de personnes. En l'occurrence, d'abord, moi j'étais la première personne qui allait utiliser mon produit, mais j'ai fait des partenariats avec un ingénieur informaticien. Moi, je ne le suis pas. J'ai des notions, mais je ne suis pas informaticien. Et alors, le but, c'était et on était 3 au final, c'est qu'on puisse utiliser nos solutions pour l'argent des partenaires et moi. Et alors, donc, comme j'ai dit en préambule, hein, c'est un métier. Hein, donc, entre la case hobby et la case ça y est, je gère mon argent, il y en a très peu qui le font, qui font le cap et qui arrivent aussi, hein, parce qu'on peut aussi se perdre dans des errements et dans de mauvaises stratégies, de mauvaises approches. Donc, de ce côté-là, en fait, j'ai cru que ça allait prendre 3 mois, ça m'a pris 2 ans pour passer vraiment en production ready et pouvoir gérer et pouvoir me mettre off pour la première fois. C'était en 2018. Depuis 2018, donc on gère de l'argent avec nos solutions. Donc c'est une approche assez risque averse, bon père de famille. On n'est que sur les marchés spot. Donc c'est-à-dire qu'on n'achète que des cryptos en elles-mêmes. Il n'y a pas d'exposition levier sur les futurs, des pertes, des options, whatever. Le marché crypto est assez explosif et suffisant en lui-même que je pense que c'est pas optimal d'aller sur plus d'exposition, de levier. Donc on a un achat défensif, hein, Bitcoin, Ether, et on trade le top 50 alt aujourd'hui, top liquide. Et on passe en cash. Voilà, c'est des stratégies de long cash, ça s'appelle. Comme ça, on ne dépend pas de marché secondaire, de marché de dérivés. Plutôt de marché de dérivés, d'échange. Grosso modo aussi dans l'approche, c'est assez swing trading, assez low frequency. Donc on parle de positions qui peuvent durer en moyenne 2-3 semaines. Voilà, donc ça c'est l'outline que je peux donner. Après on a vraiment, ça fait 5 ans maintenant qu'on est dessus, donc on a complexifié les stratégies, les approches. Mais on reste toujours sur une base solide.
Voilà. Ouais. Voilà. C'est un peu notre ADN. Voilà. Et tu me disais en off tout à l'heure que en fait, vous proposez, et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus, que finalement, vous commercialisez votre solution à des fonds, et qu'en fait, les fonds qui veulent proposer justement d'investissement à la crypto à leurs clients vont pouvoir s'adresser à vous et en fait, vous déléguer cette partie-là. Et donc, tu parlais en fait, c'est en fait, tu faisais l'opposition entre asset manager et fonds d'investissement en fait. Mhm. Oui, donc on en a discuté en effet juste avant. Donc il y a deux métiers. Donc nous, on est asset manager. Et en fait, asset manager, c'est peut-être pas très bien compris, mais tu peux le résumer à intelligence de trading ou des traders. Voilà. Et un fonds ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des traders derrière ou dedans, plutôt. Un fonds, c'est surtout un cadre légal pour recevoir de l'argent et le redistribuer. Ça, c'est vraiment la base d'un fonds, que ce soit fait de manière auditée, correcte, dans un certain framework légal. Après, ce que le fonds fait de cet argent-là, alors soit, en effet, il y a un gestionnaire qui le fait lui-même, on va dire à sa sauce, entre guillemets, ou il peut créer, contractualiser avec un asset manager. Parfois, cet asset manager est géré par la même personne qui est derrière le fonds. Mais le fonds en lui-même, c'est surtout... C'est un peu une coquille vide. Après, de savoir ce qu'il y a dedans, le trader qu'il y a dedans, et souvent, il est externalisé dans une autre entité qui est un asset manager. Et donc, cet asset manager est parfois un partenaire externe. Donc, nous, on est positionné en tant que provider de services. Grosso modo, nous, notre slogan, entre guillemets, notre proposition value, c'est qu'on fait trader as a service. J'ai vu d'ailleurs sur ton Twitter, je vais citer la quote, que c'était les World Best Track Record. Yes. Et je trouve ça hyper intriguant. C'est quoi depuis quand en fait, à partir de quand depuis que tu t'es mis à trader ou c'est à la date de début, c'est le fond? Donc, on a commencé à trader en juillet 2018. Ok. Et grosso modo, c'est un peu marrant parce que donc on a une perf since inception, donc ça inception to date dans l'industrie, on appelle ça ITD. Donc on a une perf depuis le début du fonds, du fonds. Je dis ça de manière, on a donc une performance depuis le début qui est d'avoir fait x15 pour 100 investis, tu aurais aujourd'hui 1500. À la même date, les indices Bitcoin et altcoin sont à 480 à 500 aujourd'hui. On a battu le marché tout en ayant réduit à peu près de moitié le drawdown. Donc la volatilité a été réduite de moitié tout en faisant mieux que le marché. Alors ça, c'est déjà le meilleur des deux mondes. Hein. Parce que parfois, souvent, tu as des gestionnaires qui vont réduire la volatilité, mais qui ne vont pas nécessairement battre le marché, mais ça te permet d'investir un peu plus. Donc en numéraire, tu peux gagner plus. Et en fait, c'est déjà très bon, en fait, tu vois. Donc ça, on a le meilleur des deux mondes. On a réussi à faire 4 fois mieux pour 2 fois moins de risques. Alors, jusque fin 2022, donc déjà 4 ans et demi dans l'industrie, en gérant déjà donc, pour du B2B et du B2C, on avait une pense en effet qu'on n'était pas mauvais, mais je n'avais pas vraiment d'idée de comment se comportait la compétition. Et alors là, ça fait partie de tweets que tu pourras retrouver aussi. Je ne sais pas où ils sont, mais c'est dans des tweets liés à mon activité, peut-être dans le pin trade, etc. Donc j'y arrive. En fin 2022, on a été intégré dans un benchmark. Donc il y a un fonds qui s'appelle Galaxy Digital. C'est un des tout plus gros fonds crypto. Il gère plusieurs milliards. Et ils ont Mike Novogratz, c'est ça? Mike Novogratz derrière. Donc c'est un conglomérat aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'activités. Et il y en a une, ils ont racheté un database de hedge fund qui s'appelle VisionTrack. Maintenant qui s'appelle VisionTrack by Galaxy Digital. Et ça fait des années qu'ils traquent l'industrie. Et on a eu donc je suis entré en contact avec eux. On a passé la due deal. Et ils nous ont listé dans leur database. Dedans, il y a 200 fonds toujours vivants. Hein. Donc il y en a aussi quelques centaines, voire peut-être plus, qui n'existent plus. Mais dans les 200 fonds vivants,
on est en termes de performance dans le top 5. Et si tu les ajustes de notre volatilité, parce qu'on a quelques personnes qui font un peu mieux que x15 en 5 ans et demi. Donc j'ai mis tout le monde, j'ai fait cette analyse en mettant tout le monde à partir de notre date. Hein. Parce qu'il y en a qui ont démarré en 2013 qui ont des performances incroyables, brutes. Mais si je les mets relativement par rapport à la même date que notre début, en fait, j'ai eu une idée de une bonne vision en fait, de la concurrence et comment se positionner. Et donc, en termes de performance brute, on est dans le top 5. Et ceux qui ont fait mieux que nous, en fait, ont eu des drawdowns terribles. Donc, moins 80, moins 85%. Et pour 2022, et nous, on a limité à moins 22%. Et donc, en fait, quand tu divises notre performance par rapport au risque pris, on est... alors, j'ai fait un petit abus. Je suis désolé, on n'est pas premier, on est deuxième. Ouais, bon, c'est quand même très bien. Et pour expliquer d'ailleurs le terme drawdown, on parle de drawdown quand simplement le pourcentage de baisse du prix par rapport à une performance qui a été réalisée. Bon, après, on a une série de batteries de tests, on fait des rolling Windows period. Donc, on a une batterie de tests statistiques pour mettre comment dire, la réalité de chaque investisseur un peu différente chez nous. Et donc, on essaie de voir une distribution de leur réalité. C'est pas mieux expliqué que ça, mais... qu'en gros, tout le monde en fait ne rentre pas dans le fond au même moment. Au même moment, c'est ça, ouais. Et qu'en fait, pour essayer de tenter de l'expliquer, c'est-à-dire que s'il y a une baisse, en tant qu'investisseur, je rentre juste avant la baisse, tout de suite, l'argent que j'investis va fondre. Ouais. Alors que si je rentre après, c'est plutôt pas mal parce que je suis rentré juste peut-être après un bottom. Et donc là, donc la performance n'est pas la même. Super intéressant. Une dernière question peut-être. À partir du moment où vous êtes devenu fonds, déjà, comment vous avez fait pour... vous n'êtes pas devenu fonds, asset manager, pardon. Ouais. Comment vous avez fait pour aller convaincre d'autres, des fonds par exemple, de vous utiliser en tant que trader as a service? Et comment vous avez réussi à gérer l'aspect, on va dire, custody, donc vraiment sécurité des fonds? Yes, alors... presque toute ma clientèle et tous les contacts business que j'ai proviennent en fait de mes réseaux initiaux, de ma légitimité dans les cryptos. Et donc il y a vraiment deux mondes, hein. Il y a les cryptos natifs et la finance traditionnelle. Alors la finance traditionnelle, elle est très hermétique pour l'instant déjà aux cryptos, ça l'est toujours. Et si elles ne le sont pas, elles préfèrent des ETF ou des solutions plus de rétention d'actifs, assez frileuses en effet, avec des offres comme nous on propose, activement managées. Ça, c'est vraiment une réalité. Et c'est même de toute façon une réalité dans la finance de base. Donc ça, c'est des choses que j'apprends avec mon métier aussi. C'est que l'industrie de type hedge fund n'est pas extrêmement populaire au sein des gestionnaires d'actifs, etc. C'est quand même une industrie de niche. Et les gens... Et en fait, le problème, entre guillemets, le grand problème de la finance en général, institutionnelle, c'est que tu t'adresses à des managers qui agissent pour l'argent d'autrui, et ces managers ne sont pas extrêmement alignés avec l'intérêt de leurs clients. Alors, c'est dit durement, mais en fait, il y a deux choses qui se mettent en place. Il y a en effet la satisfaction client, l'intérêt client. Donc, ces managers font très bien leur boulot. Je ne dis pas le contraire. Je ne crache pas sur cette profession-là. Mais en même temps, ils doivent gérer leur carrière, leurs conseils. Et en fait, un manager, pour la faire simple, il risque beaucoup à mettre de l'argent dans une arnaque ou un plan vraiment foireux, beaucoup plus que de rater une opportunité. Et ça, je l'ai entendu de managers. Ils m'ont dit, quand moi j'ai poussé pour nos solutions de trading, notre offre de gestion en 2019, quand le Bitcoin était à 3 ou 6 000 $, j'ai eu vraiment cet échange avec un manager. Il m'a dit, je risque plus de me foirer en fait sur cette gestion que de rater une opportunité. Même si c'est un x10 ou un x20,
Voilà. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc c'est pour ça que l'industrie du hedge fund est une industrie de niche, parce que le manager ajoute un risque qui est hors de son contrôle, qui est aussi de déléguer la gestion à une autre entité, en fait. Il préférerait dire, on a mis de l'argent dans tel secteur, dans telle entreprise, it's a failure, c'est tout. Oh, ok, très bien. Okay, next step. Par contre, il aura du mal à dire, on a mis de l'argent, j'ai fait confiance à ça, et je ne sais pas où est l'argent ou qu'est-ce qu'il en est devenu. Et alors là, il laissera assez éjectable. Donc, on a un frein par rapport à cela. Par contre, dans l'industrie de crypto native, justement, les gestionnaires se font assez bien vus. Et pourquoi? Parce que la volatilité est tellement affecte. Je sais pas, je vais prendre des nombreuses tokens, NFT, qui ont fait moins 90, moins 98%, qu'en fait, ça devient assez logique. Et on revient avec les principes, hein, que j'avais dit tout à l'heure, les commodités, etc. Donc, ça restera toujours assez fort volatile. Hein. Sur ce principe-là, du coup, là, pour l'instant, le management est une évidence. Voilà. Donc, pour ça, on a quand même beaucoup plus facile avec les acteurs crypto. Ça va beaucoup plus vite, ça. Pour la custody, pour revenir à ton point, donc, nous, maintenant, on est dans l'évolution, dans un step de faire un fonds donc, traditionnel. Et là, c'est vrai que c'est un gros sujet, hein, parce que ça dépend de la juridiction, ça dépend en effet de beaucoup de paramètres. Et le custody est très important. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des acteurs comme Coinbase, etc., qui offrent déjà quand même du clé sur porte reconnu. Pour le cadre de notre activité pour l'instant crypto native, pour la plupart de nos clients, ils laissent les actifs sur les échanges. Et c'est les échanges qui font office de custody pour que nous, on puisse agir sur les actifs. Ce qui est un sujet, évidemment. Ça fait une bonne heure déjà, Bitcoin, merci. On va s'arrêter là, mais ça peut durer encore très longtemps. On se refera un épisode à l'occasion quand tu auras lancé le fonds dont tu parlais, officiellement en tout cas. Yes. Je te remercie pour cet échange, c'était vraiment hyper intéressant. Yes, écoute, vraiment ravi, oui, de pouvoir discuter. C'est vraiment sympa d'avoir le micro et d'avoir du contenu à utiliser plus tard. Je souhaite en tout cas une bonne continuation et j'espère que cet échange était instructif pour ceux qui ne te connaissaient pas, qui ne me connaissaient pas ou qui voulaient en savoir un peu plus sur moi. Merci beaucoup. Merci. Trop cool. Merci.